dont on va parler, c'est celle de la Nouvelle-Orléans. Mais il faut savoir qu'il y en a un peu partout. C'est comme la Dame Blanche, c'est exactement la même chose. À part que la Dame Blanche, elle est réputée pour être dangereuse parce qu'elle fait faire des accidents, etc. Mais moi, je pense que c'est plus parce que les gens, ils ont peur d'elle. Et du coup, bah, ça cause un accident. C'est pas le fait de la croiser. Euh, mais il y a des rumeurs justement sur cette fameuse dame en noir qui commence à courir, comme quoi il y a une entité qui se montrait parfois dans l'intersection de une certaine rue avec une autre rue et qui terrifiait les habitants du quartier de la Nouvelle-Orléans et les infortunés passants qui se retrouvaient confrontés à cette entité. Elle leur sentait bien souvent les cheveux se dresser sur la tête parce que ça leur faisait peur et ils en étaient tellement stupéfaits qu'ils restaient sans voix tellement que ça leur faisait peur. Les enfants étaient interrogés, alors eux, leur visage pâlissait et ils racontaient des histoires qui faisaient trembler donc leurs aînés quand ils les croisaient. C'est possible qu'une entité ait une apparence sombre, noire, silhouette. Oui, ben oui, c'est ce que je viens de te dire. Alors, lorsque on parle de tout ça, eh bien, les vieillards, eux, ils savent que par expérience, il faut savoir situer la frontière entre la simple superstition et le surnaturel. Et du coup, pour eux, cette mystérieuse dame qu'ils appellent la dame en noir apparaît bien souvent tard dans la nuit et elle a le visage blanc, pincé, avec des yeux vides, un regard un peu, elle est un peu hagard, et elle est entièrement drapée de noir. Donc elle a un voile noir, elle a des voiles noirs autour d'elle, etc. Je vous avoue que quand je suis tombée là-dessus, je me suis dit non, mais est-ce que c'est possible qu'on ait eu ce style d'apparition ici qui nous aura annoncé un malheur? C'est possible. Mais un soir, ici à la Nouvelle-Orléans, après avoir croisé cette dame en noir 3 nuits d'affilée, un monsieur plus audacieux que les autres va décider de lui parler. Et elle s'était arrêtée et il va l'interpeller et dès qu'elle va entendre sa voix, elle va se retourner lentement vers lui et elle va le fixer, se mettre face à lui. Coucou David. Et, et la façon dont il va ressentir ça, ça va le calmer parce que lui, il est pris un peu d'une frénésie et du coup, il veut la taquiner un petit peu. Sauf que bah, ça va vraiment lui calmer ses ardeurs. Et il va dire qu'il a même eu l'impression que dans son regard, il y avait une lumière aveuglante qui se dirigeait vers lui. Coucou ma choupie. Donc du coup, il a eu très peur, il a eu la chair de poule quand il l'a vu comme ça. Et il a donc regardé dans toutes les directions, histoire de voir s'il y avait des gens autour de lui. Et la femme, elle a disparu. Donc ça a vraiment duré pas longtemps. Parce que lui, ça a dû lui sembler très long, mais on sait très bien que quand on voit un truc de ce genre, eh bien, ça peut être très brief. Pour nous, ça nous semble long, mais sinon, le temps est très court. Quelques jours plus tard, à environ 1 heure du matin, deux hommes, eux, vont sortir d'une taverne
où on la voit régulièrement à la rue des Remparts, et ils regagnaient leur maison et marchent sur le bord de la route et ils discutent avec animation. Quand soudain, ils vont voir cette dame en noir qui avançait directement vers eux. En la voyant, elle va s'approcher donc des deux hommes et ils vont rapidement faire un pas sur le côté et elle va passer entre deux. Donc ils étaient côte à côte et quand ils vont la voir aller tout droit vers eux, eux ils vont aller sur le côté, chacun de leur côté, et du coup elle va passer au milieu des deux. Elle semblait se diriger vers un établissement qui venait de quitter, donc le café dont il venait de sortir. Et lorsqu'il a regardé s'éloigner, ils virent qu'elle s'est arrêtée au final à l'entrée d'une écurie. Elle va pénétrer à l'intérieur et les deux hommes qui étaient bien décidés à découvrir l'identité de cette fameuse mystérieuse dame en noir, ils vont se mettre à courir derrière elle et ils vont s'engouffrer dans l'écurie et ils vont s'empresser d'en refermer les portes parce qu'ils croient pouvoir, en fermant les portes, la renfermer dans le lieu. L'écurie ne présentait aucune autre issue, donc ils avaient l'assurance que cette femme ou cette créature ne pouvait pas leur échapper. Ils vont ramasser une lanterne, ils vont l'allumer et puis ils vont se mettre à chercher après elle. Et au bout de quelques minutes, comme ils ne parvenaient pas à le retrouver, ils vont se dire qu'elle s'était probablement cachée dans le foin. Et donc ils vont prendre chacun une fourche, vous imaginez la scène, hein, et ils vont commencer à repousser le foin dans tous les coins. Malheureusement, la dame en noir va rester introuvable. Après, si c'était une entité, ben, c'est tout à fait logique. Euh, Si elle avait été formée humaine, elle n'aurait pas pu ressortir de l'écurie vu qu'il n'y avait qu'une sortie et qu'eux, ils avaient fermé. Donc, à ce moment-là, ils sont sûrs et certains que ce qu'ils ont vu n'était pas humain. Il s'est passé des choses dans cette écurie. Ben, il s'est passé des choses, juste que, en fait, ils vont jamais la retrouver. Donc, voilà, et sinon, il va rien se passer d'autre. Peu de temps après, au cours de la même nuit, un jeune homme va tenter de rentrer chez lui et il va encore rencontrer cette dame en noir et elle vient se placer juste devant sa porte en lui bloquant l'accès. Le jeune homme qui ignorait tout de cette dame en noir va tenter de se faufiler et il n'y arrivera pas. Il va lui demander de se retirer, mais la femme va secouer négativement la tête sans bouger. Et il s'avança alors de quelques pas, pensant pouvoir la pousser délicatement et pouvoir passer. Et son bras va retomber sur le côté complètement inerte. Et il va expliquer par la suite qu'il a reçu un choc donné, comme s'il avait c'est comme s'il avait reçu un gourou. Et la forme de la silhouette noire, c'est un cause de mal-être. Ah non, 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 on parle pas de paralysie du sommeil ou de quoi que ce soit d'autre. Oui, mais c'est la direction qu'elle a pris cette dame Oui, elle a pris cette direction-là et ils l'ont suivie. Ils ont pensé la piéger, sauf qu'ils n'ont rien piégé du tout vu qu'elle, elle est ressortie. Après, si c'est une entité, c'est tout à fait normal. Oui, mais pourquoi sous cette forme alors? Mais si elle annonce vraiment des catastrophes, si elle annonce vraiment quelque chose de mauvais aux personnes qui la croisent,
c'est normal qu'elle ait le côté un peu noir, puisque bien souvent, l'être humain, il représente le négatif avec le noir et le positif avec le blanc, le lumineux. Ce qui va se passer, c'est que le jeune homme, il va avoir tellement peur qu'il va se précipiter sur le trottoir, il va se mettre à courir aussi vite qu'il peut, et sa panique, elle est telle qu'il va entrer en collision avec ses deux amis auxquels il va raconter son histoire et qui vont proposer de le raccompagner chez lui. Mais quand ils vont arriver évidemment devant chez lui, bah, la créature a complètement disparu. Elle a traversé l'écurie. Voilà, c'est ça. Bah oui, clairement, on le sait, hein. Les entités, vous la piégez pas avec des portes et des murs, hein. Euh, les trois hommes vont revenir visiter des amis et ça va les rendre courageux parce que le fait d'être à trois, ben, ils vont se prendre invulnérables et comment ils vont rencontrer tous les trois la dame en noir encore une fois et ils étaient venus spécialement pour essayer de l'étudier de plus près et ils espéraient résoudre le mystère, sauf que ben ils n'y arrivent pas, hein. Oui, nous on le sait, mais après c'était avant, c'était dans les années 1800, donc c'était encore différent, c'était là. Ce qui va se passer, c'est que la dame en noir, elle se tenait debout sur le trottoir à l'angle des deux rues, directement sous la lumière d'un réverbère à gaz, et accessoirement aussi sur le chemin qu'ils devaient emprunter. Donc ils vont pas être intimidés, ils vont s'avancer vers elle en dépit de son apparence qui est un peu dérangeante. Merci beaucoup, Franek, c'est gentil. Des bisous et bisous à ma petite Angèle. C'est super gentil à toi. Euh, Ils vont donc pas être intimidés, ils vont y aller, franco-battant. Pourtant, son apparence est quand même assez rébarbative. Et ils vont s'approcher et l'un d'eux va lui demander: Qui êtes-vous? La femme se mit alors à s'agiter de manière répulsive, comme si elle voulait les chasser, et elle va commencer à reculer lentement. Euh, les trois hommes voyaient clairement les contours redoutables de toutes les caractéristiques de cette entité. Ces bras qui vont considérer comme étant des bras longs et osseux, qu'elle remuait frénétiquement et sur laquelle pendait un long manteau noir, des cheveux entremêlés et, et des yeux qui avaient l'apparence d'être en feu, donc comme si son regard était de feu. Et ils vont raconter que cette histoire-là, le fait d'avoir vu ça, ça va s'imprégner dans leur mémoire et qui ne pourraient jamais oublier ce qu'ils avaient vu. Leur courage, bien évidemment, s'est volatilisé hein, avec tout ça et ils vont continuer donc à reculer et à chaque pas qu'elle va faire vers l'arrière, ça va l'amener un peu plus près du caniveau. Et puis brusquement, il va y avoir un plouch et il va y avoir des gémissements qui vont s'élever du caniveau. euh, et les trois gentlemen vont se précipiter pour porter secours à cette soi-disant créature. Ils vont s'approcher du caniveau qui est éclairé par la lumière du réverbère et étrangement, il n'y coulait que de l'eau.
en fait, elle avait complètement disparu. Quand ils ont voulu la faire tomber dans l'eau, ben, ça n'a jamais fonctionné forcément. Et c'était assez perturbant pour eux parce que à cette époque-là, ils pensaient pouvoir l'emprisonner. C'est comme quand ils ont voulu la renfermer dans l'écurie, ils pensaient pouvoir l'emprisonner aussi. Bonne soirée, bonne soirée. Donc, tous ces témoignages sont ceux de personnes émoustillées qui furent rapportés par des hommes, mais qui furent aussi rapportés par des hommes qui étaient sobres, qui avaient toutes leurs facultés. Et peut-être est-ce que c'est une coïncidence, mais en printemps 1878, il y a eu une épidémie de fièvre jaune qui va ravager toute la Nouvelle-Orléans. Et ça a fait 5000 victimes. Et ce fut une histoire des plus meurtrières de l'histoire de la Nouvelle-Orléans. Donc, est-ce que c'est une coïncidence ou est-ce que elle s'est vraiment montrée à eux et que du coup, elle annonçait vraiment quelque chose de mauvais. Et parce que après cette histoire-là, elle n'a plus été vue à la Nouvelle-Orléans. Alors on aurait pu dire oui, mais ce sont des gens qui avaient bu, c'était des gens qui avaient sorti du café. Sauf que comme elle a été vue par des gens qui étaient tout à fait sains d'esprit, qui n'avaient pas bu, rien du tout, on est en droit de se demander est-ce que vraiment elle porte malheur ou est-ce que c'est un hasard? Ce qui est bizarre aussi, c'est que après, on ne l'a plus vue à la Nouvelle-Orléans. Et pendant toute cette période-là, avant la fièvre jaune, eh bien, elle était tout le temps, on la croisait tout le temps à certaines rues. Pourquoi elle se tenait seulement à deux endroits bien précis et pas dans toute la ville? Là-dessus, on n'a pas d'explication non plus. Elle aurait pu se cantonner à d'autres endroits aussi. Donc, allez savoir. Après, vous savez comme moi que quand on raconte, quand des histoires sont racontées de fil en aiguille, eh ben, parfois les histoires peuvent changer. C'est comme quand on rigole toujours de ça à Marseille, hein, mais quand vous attrapez un poisson, vous le racontez, il est comme ça, puis quand il le raconte encore, il est comme ça, et puis il est comme ça, et puis il est comme ça. Eh ben, en fait, ces histoires comme ça, c'est bien souvent la même chose. Elles sont racontées, et puis elles sont amplifiées, on rajoute des détails, et puis on a encore un autre qui raconte et qui amplifie l'histoire et qui rajoute des détails. Donc on ne sait pas vraiment si cette histoire-là est à 100% vraie dans tout ce qui est raconté. Mais la chose qui est sûre, c'est qu'ils ont tous croisé une entité sombre avec un voile noir. Voilà. Et que après l'avoir croisé maintes et maintes fois, les villageois de la Nouvelle-Orléans, eh bien après il y a eu la fièvre jaune. Donc, ah, excusez-moi. Donc voilà. Il suffit qu'il manque un détail et ça passe à une autre histoire. Ouais. Après, j'ai envie de te dire, ça se tient. Ça se tient. Là, elle n'était pas vraiment là pour leur faire du tort. Elle était plus là parce que si elle avait vraiment été là pour leur faire du tort, elle leur aurait fait quelque chose. Or, ça n'a pas été le cas. Elle s'est juste montrée à eux. Après, oui, elle les a poussés ou elle leur a mis des charges et tout, mais il n'y a rien eu de violent, ni de disparition, ni de décès, rien du tout, avant cette histoire de fièvre jaune. Donc, après, moi, j'ai jamais été à la Nouvelle-Orléans. Je sais que cette ville est très riche en histoire. D'ailleurs, Jill a fait
a fait une enquête à la Nouvelle-Orléans et je sais qu'elle a fait une vidéo aussi qui sortira dans les prochains jours. Et je trouve que la Nouvelle-Orléans est riche d'histoires de ce style-là. Hormis le fait que la Nouvelle-Orléans a aussi abrité tout ce qui est sorcellerie et vampirisme. Donc ça, c'était l'histoire de la dame en noir de la Nouvelle-Orléans. Mais dites-vous que des dames en noir, il y en a eu un peu partout, hein. D'ailleurs, il y a le film, hein, La Dame en noir, le un et le 2. Euh, donc c'est pas des faits isolés. C'est comme la dame blanche, ben, on l'a vu dans certains endroits de France, mais après, vous pouvez la croiser ailleurs qu'en France. Vous pouvez la croiser sur vos routes en Belgique ou dans d'autres pays. Donc c'est pas typique. Après, l'histoire en elle-même, excusez-moi, elle est typique de la Nouvelle-Orléans, cette histoire-là. Mais c'est pas pour ça que c'est ciblé que à la Nouvelle-Orléans. Alors, la deuxième histoire, on aura peut-être même le temps d'en faire trois au final. La deuxième histoire, c'est le fantôme de l'église de Saint-John. Euh, cette histoire-là, elle est assez spéciale aussi. C'est à 39 ans, un monsieur qui s'appelait Henry Titon Newman était un organiste accompli et il avait, dans de sa présence, grandement contribué à la réputation d'une église qui s'appelait l'église de Saint-John en Angleterre. Sa disparition précoce en 1883, on est encore dans les mêmes années, après seulement 4 ans de service, eh bien, ce fut une grande perte pour la paroisse. Euh, le monsieur a été enterré le lendemain, mais comme son cercueil attendait les porteurs de l'église, eh bien, l'orgue va se mettre à jouer tout seul. Une jeune dame et le révérend Hitchcock, qui s'occupait de Saint John, furent témoins de ce prodige et comme ils ne voyaient pas d'autre explication plausible, ils ont conclu que l'organiste était revenu jouer à ses propres funérailles. L'incident a rapidement été oublié si quelques jours plus tard, un prébendier euh, attaché à la paroisse n'avait entendu le son caractéristique de l'orgue résonner dans le bâtiment. L'homme qui se dirigeait vers la porte d'entrée va se tourner machinalement vers l'instrument et il va rester pétrifié. Il va voir une main aller et venir sur le clavier, il va voir le clavier bouger seul et à son passage, les touches noires devenaient blanches et vice-versa. Un mois plus tard, la musique va s'élever dans l'église en plein milieu de la nuit. Elle va causer évidemment plein d'émoi à tout le quartier parce que l'orgue, c'est quand même assez... ça fait énormément de bruit. Et peu de temps après, le révérend qui va se penser seul dans la chapelle va entendre quelqu'un qui joue de l'orgue. Il va être surpris, il va lever rapidement les yeux et il va apercevoir un genre de silhouette translucide près de l'orgue. Euh, il va s'empresser de rapporter ses observations à ses supérieurs qui, bien évidemment, ne vont pas le croire. Bien souvent, quand vous avez une apparition et que vous le confiez, ben, vous êtes pris pour un fou. Mais dans les années 1800, c'était encore pire qu'au jour d'aujourd'hui. La mort donc de Monsieur Ditton n'avait rien d'extraordinaire. Il avait juste succombé à une pleurésie. Mais sa hantise va continuer pourtant
pendant des années parce que en 1930 au bûcher, le révérend de l'époque, qui est devenu prêtre de Saint John en 1924, va écrire un livre sur l'histoire de l'Église, de History of Saint John's Torquay, et il va évoquer brièvement un fantôme qui jouait de l'orgue, soulignant qu'il y avait des choses étranges et des témoignages bien documentés qui avaient été recueillis. Ces apparitions, disait-il, ont été consignées et maintenant encore, ils continuent à être vus par des personnes qui ne l'ont jamais connu et qui ne savaient pas qu'il y avait un fantôme qui allait jouer de l'orgue et qui s'appelle au jour d'aujourd'hui le fantôme de Saint John. Des rétro-satanas. Pas des rétro-satanas. C'est l'orgue. Du moins les carreaux. Tout le long des années 1930 et jusqu'en 1945, il va continuer à se manifester avec une régularité désarmante. Les témoins le décrivaient comme étant heureux, joyeux, mais terriblement attaché à son orgue. Au cours de cette même période, une rumeur va se mettre à courir comme quoi l'homme qui occupait le poste d'organiste ne parvenait pas à effectuer correctement sa tâche parce que il se retrouvait toujours importuné par cette présence invisible qui l'empêchait de jouer. Et au moment de guerre lasse, eh bien, il va finir par tout simplement quitter sa place. Il fait les mariages, les bar-mitzvahs, les fantômes, j'en sais rien, sûrement. Sûrement, vu qu'il empêchait tout le monde, enfin, il empêchait le monsieur là de jouer. Donc, c'est qu'il voulait garder son orgue pour lui tout seul. En 1945, il va apparaître pour la première fois au presbytère et là, Montpellier House, une maison qui servait autrefois d'école aux enfants de chœur et qui se trouvait juste à côté de l'église. Là, il a été vu aussi. Et Sir Patrick Ferguson, qui était alors le révérend à cette époque-là de Saint John, il entendait souvent rôder dans le bâtiment parce qu'il entendait des bruits de pas qui résonnaient au rez-de-chaussée. Il avait même pensé à un cambrioleur, sauf que il n'y avait rien dans les pièces, rien du tout. Donc il en a déduit que c'était peut-être tout simplement le fantôme de l'orgue, hein. Et Sir Patrick donc disait que c'était un esprit complètement inoffensif et qui ne faisait du tort à personne. Juste tout ce qui lui intéressait, c'était de pouvoir jouer de l'orgue. Au mois d'août 1956, il y a un nouveau révérend qui s'appelait Anthony Rouse, qui occupait donc la place de Saint John et il était là depuis 2 ans. Et il va déclarer dans un magazine qu'il allait faire enlever l'orgue vieux de 80 années de son église et qu'il espérait que le fantôme qui était attaché à cet orgue partirait aussi. D'après la rumeur, parce que c'est une rumeur, la paroisse avait du mal à retenir ses musiciens. Tous les musiciens qui allaient pour jouer de l'orgue, eh bien, ils ne pouvaient pas jouer. Et avant de s'en débarrasser, il va organiser un service de commémoration et de reconnaissance pour l'instrument qui avait été installé dans l'église en 1873, 10 ans avant la mort de monsieur Deaton Newman. Et à cette occasion, donc, le révérend va parler longuement du défunt. Il va reconnaître que lui-même, tout comme ses prédécesseurs, avait souvent entendu des pas
descendre les escaliers du presbytère et traverser la cour de l'église. Il y avait un grand nombre de personnes qui peuvent se porter garante de l'authenticité de cela. Et il va dire également avoir reçu de nombreux invités qui ne s'en savaient rien du tout et qui avaient bien entendu les bruits de pas dans la nuit. Donc c'est une histoire quand même assez intéressante quand on sait qu'au jour d'aujourd'hui, ben, juste les bruits de pas, ça peut déjà être quelque chose. Hormis les bruits de pas, le révérend avait été réveillé à plusieurs reprises par la musique qui était très forte, qui provenait de l'église, alors qu'il était tranquillement allongé dans son lit et qu'il dormait. À chaque fois, l'orgue avait continué à jouer pendant plusieurs minutes avant de s'interrompre brusquement. Il va rajouter que certains des membres du chœur étaient venus le trouver pour se plaindre donc d'une présence invisible quand il chantait, comme si l'organiste s'était arrêté de jouer et qu'il se tenait à leur côté. Donc c'est quand même interpellant parce qu'il y a eu même des témoignages de ressenti et de vécu. Un serviteur qui était dans la maison depuis 3 semaines lui avait demandé qui marchait dans les escaliers la nuit. Un autre lui demandait quelle était l'ombre qui passait parfois près de lui dans la cuisine et qui se promenait dans la cour de l'église. Excusez-moi, je chatouille mon nez. Donc, Monsieur Rouse avait sa propre théorie et il va expliquer que le défunt, qu'il avait pu observer à plusieurs occasions, qui décrivait ainsi, quand il joue de l'orgue, on peut voir à travers lui. Donc, il va expliquer ce qu'il voit au niveau de l'entité. Et il pensait même que l'organiste était mort jeune et qu'il avait laissé inachevé plusieurs morceaux de sa composition et que du coup, il revenait tout simplement pour les mettre en note. Euh, une vieille histoire que rien ne prouvait semblait vraiment soutenir cette hypothèse-là. Elle racontait qu'avant de travailler comme organiste, donc pour Saint John, Monsieur Deaton Newman avait joué dans une église du quartier à Liverpool et que la paroi avait fait la paroi. Oh là là, c'est après que je tilte hein, de ce que je viens de dire. La paroisse plutôt, comment, avait fait publier un recueil posthume de son œuvre. Donc il avait donc pu avoir d'autres projets en préparation et du coup il revenait tout simplement pour continuer ce qu'il n'avait pas pu terminer. Le révérend va avouer avoir pratiqué 2 exorcismes pour mettre fin à la hantise, sauf que là c'est la hantise d'un orgue, donc c'est complètement entre guillemets ridicule. Et il va raconter avoir aspergé le presbytère d'eau bénigne. Et il va affirmer que les manifestations étaient maintenant terminées. Il va s'arrêter de parler quelques secondes et puis il va dire quand même, à moins que de nouvelles ne se produisent pendant que l'orgue a été enlevé. Son témoignage, bien évidemment, va attirer la presse et le 25 octobre 1856, le Chicago Tribune va publier un article intitulé Un prêtre jure qu'il a entendu un fantôme jouer à l'orgue. Monsieur Rousse fut durement critiqué, autant par ses supérieurs qui lui en voulaient d'avoir publiquement raconté son expérience et que par l'opinion publique qui lui reprochait son manque de compassion envers un fantôme complètement amical.
Il n'y a pas des récits avec des récits? Comment ça, des récits? Donc pour sa défense, eh bien, le révérend va expliquer que son sommeil pour lui c'était sacré et que jamais il n'aurait cherché à le chasser s'il ne l'avait pas empêché de dormir, en jouant bien évidemment de l'orgue, et il changea sa version de l'histoire bien plus tard en déclarant que l'orgue était ancien et qu'il l'avait fait remplacer uniquement pour cette raison. Donc c'est un peu mitigé son histoire. Bah, il jette l'eau et c'est tellement rien. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc en fait, il va dire que le fait d'avoir jeté de l'eau bénite, que ça a calmé les choses. Ces explications vont être tardives et ça va exciter un peu la curiosité des journalistes et il va y avoir une longue liste de témoins qui va être présentée et qui vont rapporter leur expérience dans l'église hantée. Par exemple, Marie Magdalene d'Upton va raconter que ceux qui jouaient de l'orgue à Saint John avaient parfois l'impression qu'une forme invisible guidait leurs doigts ou les poussait à quitter l'orgue. Et elle va raconter aussi que un soir où ils jouaient de l'orgue, eh bien, ils avaient entendu un bruit comme si quelqu'un faisait crisser une longue clé contre les tuyaux de l'orgue. J'ai sauté, désolée. T'as sauté? Qu'est-ce que t'as foutu? Au final, il y a une enquête qui va être menée par les autorités qui vont démentir immédiatement cette hantise, même si pour moi je trouve que le terme hantise n'est pas vraiment approprié, c'est celui qui est utilisé, mais on ne peut pas parler d'une hantise d'un orgue ou d'une église. J'ai rempli un paquet CGOS par message. Hein? Chèque de Noël, t'es déjà là, toi? On est que le 1er novembre. Elle était embarrassée par l'agitation causée et elle voulait trouver une histoire plausible pour soumettre au public. Et certains membres du clergé vont commencer alors à donner des explications improbables qui ne convainc personne. Il y avait cette époque-là, déclara par exemple un révérend, un sacristain presque aveugle qui avait pour habitude de jouer de l'orgue pour son propre amusement sans prendre le temps et la peine d'allumer les lumières. Donc pour eux, c'était un monsieur qui était aveugle mais qui trouvait le chemin pour aller jusqu'à l'orgue et pour y jouer. Mm, mm, mm. Ah, tu en as, Fanny? C'est déjà là? Monsieur Rose avait annoncé la fin de la hantise avec une certaine réserve et il avait eu raison de se montrer prudent, parce que 2 ans plus tard, au mois de novembre 1958, eh bien, il va admettre publiquement que l'entité de l'organiste hantait toujours l'église de Saint-John. Les membres de la cathédrale euh, et de la chorale de l'église se sont pratiquement pétrifiés de peur lorsque l'orgue a fait un bruit extraordinaire et que, évidemment, le fantôme a disparu. Il a été vu par un certain nombre de gens là-bas et tous disent avoir ressenti sa présence. Donc ça va au-delà. Bisous, Choupi, prends soin de toi. Ça va au-delà.
le petit chat, le petit loulou d'amour. Donc en fait, cette histoire-là, elle va, elle ne sera jamais résolue parce que il y aura toujours ceux qui y croient et ceux qui n'y croient pas. Le 1er janvier 1959, le révérend va se rendre au cimetière où il avait été enterré et il pria pour le repos de l'âme de l'organiste. Et après cette cérémonie, le sentiment de désespoir accablant qui flottait dans le presbytère va complètement disparaître et plus personne va se plaindre d'avoir senti, vu ou ressenti une présence invisible. Donc en fait, ce qu'il avait besoin, c'est tout simplement qu'on vienne se recueillir et l'aider tout simplement. C'était pas plus compliqué que ça. C'est juste que dans ces années-là, les gens avaient encore moins l'esprit ouvert qu'aujourd'hui, et ça, c'est un sérieux problème, bien évidemment. Enfin voilà.